Bonjour, bienvenue dans Enjeu 2012, une émission consacrée à l'éducation et ce qui a été fait au cours de ce dernier quinquennat. L'éducation sera l'enjeu majeur de la future élection présidentielle. Nous intéresserons à 4 problématiques. Tout d'abord, les enseignants et le malaise des professeurs. Nous intéresserons bien sûr aux élèves et à l'échec scolaire, à l'assouplissement de la carte scolaire. Nous intéresserons également à l'université et à cette vaste réforme qui a été engagée depuis 2007. Voilà le sommaire d'Enjeu 2012 consacré à l'éducation. Commençons avec les professeurs et leurs cris de colère. C'était juste après la rentrée scolaire, une manifestation dans les rues de Paris pour faire entendre leur voix et leur mécontentement. Il y a un prof qui manque, il n'est pas remplacé. C'est ça la réalité. Et notre public, il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ce mépris-là. Il ne mérite pas cette relégation-là. Et c'est pour ça que je suis dans la rue avec mes collègues. Aujourd'hui, nous avons des classes surchargées. Donc, quand notre ministre nous dit qu'il faut faire de l'accompagnement personnalisé, non, nous ne pouvons pas faire l'accompagnement personnalisé que les élèves demandent à juste titre pour réussir dans leur vie et aussi pour réussir leurs études. Apprendre à lire à 28, c'est pas... C'est difficile, donc on ne peut pas leur apprendre correctement à parler français et à lire si on n'a pas les moyens pour, quoi. On envoie des jeunes profs dans des classes avec des effectifs surmontés, avec une formation intellectuelle de qualité, mais avec aucune formation pédagogique pour les aider à assumer ce métier. Voilà. Quelle est l'origine de ce malaise? Des classes surchargées, d'un manque de moyens, mais pas seulement. La formation des professeurs est au cœur de ce problème. Vous allez le voir dans ce reportage de Bérengère Dinglas, les professeurs sont en colère. Nous sommes à 1 heure de Rennes, au cœur des Côtes d'Armor, dans la petite ville de Plémé. Dans ce collège rural, contrairement à ce qu'avait annoncé Luc Châtel, il n'y avait pas un enseignant devant chaque élève. Ici, à la rentrée, il manquait 5 professeurs, soit 1/5 des heures de cours de l'établissement, et la principale a dû s'organiser. De nombreuses heures n'ont pas pu être couvertes et les enfants ont été régulièrement dans la cour puisque je n'avais même pas la possibilité de les mettre en permanence quand j'avais plus de 2 classes disponibles. Depuis, les postes ont été comblés. En mathématiques, français et espagnol, ce sont des contractuels qui sont arrivés, c'est-à-dire des enseignants sous contrat jusqu'à fin juin. Des professeurs recrutés directement par le rectorat, mais qui n'ont pas eu le concours de l'éducation nationale, et cela pose d'autres problèmes. Ils ont tout à apprendre, ils ont leurs souvenirs d'élèves. Et puis après, la question de la pédagogie reste vraiment le point majeur sur lequel il faut travailler. La question de la pédagogie, la question aussi de l'autorité. Finalement, la principale a obtenu que ses professeurs reçoivent un minimum de formation dans les semaines qui viennent. À l'UFM de Bretagne, on forme les futurs enseignants depuis le 19e siècle. Mais depuis quelque temps, on s'inquiète de l'utilisation de plus en plus importante de contractuels à la place de titulaires ayant obtenu les concours du professorat. Ils représenteraient aujourd'hui 18% des effectifs. Les questions des élèves ne sont pas forcément toutes des questions simples et naïves. Ce sont parfois des questions assez subtiles. Il faut avoir du répondant, il faut avoir un certain niveau de connaissance scientifique que les professeurs aujourd'hui, ou en tout cas les étudiants en Master 1 et 2, n'ont pas toujours. C'est le sens du concours. Si en cette rentrée 2011, les chefs d'établissement sont parfois obligés de recruter directement des professeurs, c'est parce qu'en juin dernier, les concours de l'éducation nationale n'ont pas fait le plein. Faute de candidats, 3000 postes n'auraient pas été pourvus à la rentrée. Une situation que n'avait jamais connue Yves Köster en 20 ans de carrière à l'UFM. On voyait bien que dans les années de crise, il y avait une hausse du nombre d'étudiants qui désiraient passer ces concours. Et là, très bizarrement, on est en période de crise de l'emploi, crise économique, etc. Et pour autant, on voit baisser le nombre d'étudiants qui se présentent à ces concours. Parmi les raisons qui expliquent cette désaffection pour le métier d'enseignant, il y a les conditions d'exercice de plus en plus difficiles, mais aussi la formation. Saïd a eu son CAPES de philosophie en juin dernier. Il est ce qu'on appelle professeur stagiaire. À la rentrée, c'est dans un lycée du Mans qu'il a été nommé. Au bout de 6 semaines ou 7 semaines de cours,
On a droit à une première journée de formation qui nous apprend comment tenir une classe. Vous comprenez bien le problème, c'est que moi, au bout de 6 semaines, le premier cours de philosophie, je l'ai déjà passé il y a longtemps. Jusqu'à 2009, les enseignants stagiaires étaient formés à l'IUFM et devaient assurer 9 heures de cours par semaine. Aujourd'hui, ils effectuent 18 heures de cours, la même chose qu'un professeur expérimenté. Quant à la formation, elle se rajoute à l'emploi du temps. Conséquence, les stagiaires 2011 sont débordés et épuisés. Lorsqu'on se retrouve face à des classes, qu'on n'arrive pas à assumer ses cours, qu'on se sent mauvais, qu'on prépare des cours qui n'intéressent pas les élèves parce qu'on n'a pas eu le temps de les finir, et qu'on voit des élèves qui se désintéressent du cours, eh bien tout ça c'est évidemment une source de découragement, c'est un sentiment d'échec. C'est très difficile d'arriver à passer au-dessus. Même s'il a parfois l'impression de faire partie d'une génération de profs sacrifiés, Saïd ne perd pas l'envie de transmettre sa passion pour la philosophie, malgré les difficultés. Bonjour François Dubet. Bonjour. Alors on l'a bien vu dans ce reportage, on a sorti un grand malaise de la part de ces professeurs. Il y a de moins en moins de candidats, alors comment fait-on pour attirer les vocations? C'est très étonnant qu'il y ait de moins en moins de candidats. Nous sommes dans une période de crise qui ne sera pas facile à résorber. Le métier d'enseignant n'est pas parmi les mieux payés, mais c'est au moins un métier qui a une sécurité d'emploi, qui n'a pas que des inconvénients. Or, il n'attire plus. Et il n'attire plus parce que l'image qui s'est imposée, au plus loin de celle qu'il y avait autrefois, qui était celle d'un homme ou d'une femme qui s'épanouissait dans son travail, qui avait des relations formidables avec des jeunes ou avec des enfants. Cette image s'est complètement retournée, c'est l'image de la souffrance, c'est l'image de l'épreuve, c'est le risque de violence, c'est les parents qui ne vous respecteraient plus, etc. Et donc c'est quelque chose qui s'est totalement retourné. Je crois que nous devons avoir comme impératif de former les enseignants comme des professionnels plutôt que de continuer à nous lamenter en disant les élèves ne sont pas comme ils devraient être, ni les parents, ni la société. Bon, il y a peu de chances qu'on change tout ça. Nos professeurs sont-ils vraiment en phase avec notre société et les enfants d'aujourd'hui? Nous avons une tradition scolaire qui est plutôt faite sur l'incantation, la dénonciation, la critique générale. Je crois que c'est quelque chose dont il faut que nous sortions pour véritablement nous efforcer de refabriquer une école. D'une certaine façon, l'école de Jules Ferry a été une très grande école. Elle est morte, l'école de Jules Ferry? Elle n'est pas morte en termes d'objectifs, d'idéaux, il n'y a pas de raison de lui en vouloir. Mais sa forme pédagogique, je crois, ne tient plus. Elle ne résiste plus. Le monde a tellement changé que cette école est devenue un peu comme une église qui continuerait à dire la messe en latin alors que plus personne ne l'entend. Voilà. Et je crois que si on veut sauver l'école de Jules Ferry, il faut complètement transformer notre école, plutôt que de rester attaché à un imaginaire qui nous échappe de plus en plus. Un des grands chantiers du gouvernement est l'éducation prioritaire, avec cette question: que faire des élèves en difficulté scolaire? Depuis 2007, de nombreuses initiatives ont été lancées par ce gouvernement. Reportage Bérangère Dinglas. C'est à 90 km de Paris, au cœur du Val-de-Marne, loin des cités de banlieue, qu'est né il y a 3 ans le premier internat d'excellence de Sourdin. Un dispositif mis en place par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre l'échec scolaire. On va en accrocher quelques-uns au tableau et on va les regarder ensemble, d'accord? C'est dans cet environnement préservé que vivent 360 élèves de zones d'éducation prioritaire. Et il y en a d'autres qui ont utilisé le fusain et qui l'ont vraiment utilisé presque comme un crayon. Oui, Chams? C'est construct quand c'est plus foncé. L'idée, donner une chance de réussir à des enfants évoluant dans un environnement socio-économique difficile. Ils ont 10 ou 11 ans, viennent de Noisy-le-Sec, Aulnay ou Aubervilliers et ont fait le choix de venir à Sourdin. C'est plus strict, on a de bonnes conditions de travail, il y a plus de matériel, on s'entend bien avec les autres. Ça me plaît ici, c'est bien. Les élèves sélectionnés sur dossier et sur leur motivation sont au maximum 20 par classe et cela fait la différence. 7 ou 8 élèves en moins, ça change vraiment. Vraiment, on peut s'occuper plus précisément des élèves, l'attention de manière générale elle est plus présente. Voilà.
L'internat accueille des élèves de la 6e à la terminale et les résultats sont là. Près de 100% de réussite au brevet. Mais certains accusent le dispositif de piller les meilleurs élèves des établissements des zones d'éducation prioritaire. Nous n'enlevons pas les bons élèves des établissements pour nous enorgueillir d'excellents résultats à l'internat d'excellence de Sourdin. Nous enlevons ou nous permettons à des élèves qui ont le potentiel pour réussir, qu'ils ne peuvent pas exploiter dans le cadre d'un collège ou d'un lycée classique, parce que chez eux, les conditions ne sont pas favorables pour réussir, que ce soit le contexte familial ou le contexte socio-économique ou socio-culturel, et nous leur permettons, en les sortant de ce milieu, d'exploiter leur potentiel. D'abord, on serre les mollets. Les élèves vivent ici 5 jours sur 7. Parmi les priorités, la scolarité bien sûr, mais aussi l'ouverture des élèves sur le monde. Tu lui mets un coup de brosse? Allez, vas-y. Vas-y. Me fait peur, cheval. Sortie au théâtre, à l'opéra et découverte de nouvelles activités lors d'ateliers quotidiens. Pour Samy, c'est un changement d'environnement. Au début, c'était difficile avec les parents, de ne pas les voir. Maintenant, ça va, tout va bien. Il y a des activités que je ne faisais jamais, comme l'équitation. On travaille bien surtout, on a de bonnes notes, on a de bonnes moyennes, et c'est ce qui compte. À l'internat d'excellence, les journées sont longues. Bonsoir. Chaque soir après les cours, les élèves sont pris en charge pour une heure d'études encadrée par des professeurs ou des surveillants. What time do you start in your school? What time does your school close in the week? Un moment privilégié pour faire ses devoirs et acquérir correctement les notions apprises en classe. Avant de venir à l'internat, pour faire mes devoirs, etc., comme il y avait mes frères et sœurs, c'était plus compliqué. Parce qu'il y avait beaucoup de bruit, etc. Même si je travaillais bien, mais j'avais un peu du mal à me concentrer. Donc c'est pour ça, là, c'est mieux. Cette année, 10 000 élèves vivent en internat d'excellence, soit moins de 3% des 400 000 élèves de l'éducation prioritaire. Ce chiffre devrait doubler l'an prochain, mais beaucoup estiment le dispositif difficilement transposable à très grande échelle. Voilà pour cette enquête de Bérengère Dinglas consacrée à la lutte contre l'échec scolaire. François Dubé, l'échec scolaire en France, c'est une fatalité ? Il y a une tendance à externaliser l'échec scolaire, à dire cet enfant a des problèmes, je le mets à côté, là on s'occupera mieux de lui. On se rend compte que dès qu'un enfant est mis à côté, au fond il est pris dans une filière où ses difficultés vont s'accentuer. Alors ne rêvons pas d'un monde où tous les enfants réussiraient pareil et magnifiquement, mais il y a probablement dans notre manière de travailler des processus scolaires qui accentuent. Je prends un exemple très simple. Si vous mettez ensemble les élèves en difficulté dans une classe ou dans un établissement, il y a de très très grandes chances que leurs difficultés s'accroissent. Si vous faites refaire aux élèves les apprentissages qu'ils n'ont pas compris, sous prétexte de les aider, il y a très peu de chances qu'ils finissent par les comprendre. Donc je crois que nous n'avons pas, je répète, à nous battre la coupe, à imaginer que nous sommes une machine terrifiante, mais malgré tout, on a sans doute beaucoup de manières d'améliorer le système. Alors on sait aussi que pendant ce quinquennat, il y a eu une réforme très importante qui est celle de la carte scolaire. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de cet assouplissement de cette carte scolaire? Le résultat de cette politique, qui est plutôt juste à l'égard des individus, des familles, c'est qu'elle a terriblement accentué les inégalités entre les établissements, puisque au fond je peux quitter l'établissement que je juge faible, ce qui fait que les élèves les plus faibles sont concentrés entre eux et les élèves les meilleurs se trouvent concentrés entre eux. Je dirais que ce qui est choquant, ce n'est pas tellement que les parents cherchent le meilleur établissement, c'est que les établissements fassent leur marché. Et les uns choisissant les bons élèves et donc déléguant aux autres des situations scolaires absolument ingérables. Finalement, c'est quoi? Une école à 2 vitesses? Actuellement, nous sommes dans une école à 2 vitesses. Et un des impératifs qui nous attend, c'est d'améliorer très sensiblement la qualité de l'offre scolaire dans les établissements défavorisés pour que les parents n'aient plus de bonnes raisons de les fuir. Et ça demandera et des moyens et de l'imagination pédagogique. L'assouplissement de la carte scolaire, on en parlait à l'instant avec François Dubé, c'était l'une des mesures phares du gouvernement depuis son lancement en 2007. Quel bilan peut-on faire de cet assouplissement de la carte scolaire? C'est une enquête de Flora Sauvage. 16h30, c'est la sortie des classes de l'école Danton à Montreuil en Seine-Saint-Denis.
Séverine attend sa fille Luna qui est en CM2. Salut chérie. L'année prochaine, c'est l'entrée au collège. Et d'après la sectorisation, Luna doit aller à Le Nain-de-Tillemont, à 20 minutes de marche de son domicile. Pourtant, il existe un collège à 5 minutes de chez elle. Le collège Le Nain-de-Tillemont est en sous-effectif, en grand sous-effectif parce qu'il est enclavé au milieu des cités. Et les autres collèges sont soi-disant en surpopulation. Pour lutter contre la ghettoisation du collège Le Nain-de-Tillemont, le Conseil général a décidé d'élargir la zone de recrutement à l'école de Luna, située dans une zone pavillonnaire. Le but affiché, plus de mixité sociale. C'est pas ouvert. C'est la porte, c'est là-bas. Enfin, là, c'est l'entrée du collège en fait. J'aimerais bien, oui, qu'ils soient un peu plus près parce que ça fait longtemps de marche. Et pour éviter à sa fille d'aller au collège Le Nain-de-Tillemont, Séverine aimerait bénéficier de l'assouplissement de la carte scolaire. Car depuis 2007, les parents ont la possibilité d'émettre des demandes de dérogation, mais peu de parents sont satisfaits car les places sont limitées dans les collèges très demandés. L'année dernière, plus de 90% des parents dont les enfants étaient à Danton et étaient rattachés à Le Nain-de-Tillemont, 90% ont demandé une dérogation. 2 ont été acceptés pour problèmes de santé. Et aucune autre n'a été acceptée. Là, on n'a pas du tout d'assouplissement de carte scolaire. On nous oblige à aller là. Face au refus de l'inspection académique, certains parents se tournent vers le privé. Séverine, elle, refuse cette solution. Elle espère que sa demande de contournement sera satisfaite, mais elle a peu d'espoir. Dans ce lycée prisé de Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne, les 3/4 des élèves sont issus de la catégorie moyenne supérieure. Ici, l'assouplissement de la carte scolaire a renforcé l'homogénéisation des élèves. Les élèves qui ont les meilleures notes ont effectivement plus de chances d'obtenir ce qu'ils voulaient et donc ce qui est probablement le plus demandé, d'où un mécanisme, parfois très sensible, c'est le cas ici, de regroupement de la population scolaire, en quelque sorte par niveau scolaire, ceux qui ont les meilleures notes dans un endroit, ceux qui sont juste après dans un autre endroit, et ainsi de suite, jusqu'au dernier établissement où ne vont que les gens dont personne ne voulait. Si l'assouplissement de la carte scolaire a permis à certains bons élèves de quitter leur environnement proche pour aller dans de meilleurs établissements, il a déstabilisé les collèges sans histoire et il a renforcé la ghettoisation des collèges en difficulté. L'événement le plus préoccupant, c'est que les établissements les moins demandés se vident, et se vident non pas de n'importe quelle population, mais de la population souvent scolairement la plus motivée et souvent celle qui a les meilleurs résultats. La promesse de Nicolas Sarkozy lors de la campagne de 2007 de supprimer la carte scolaire reste aujourd'hui l'objectif ultime, malgré des résultats mitigés. Vous l'avez vu dans nos reportages, nous avons parlé des professeurs, mais aussi des élèves. Nous allons nous intéresser à présent à l'université. L'autonomie des universités est l'une des réformes majeures voulues par le président de la République. Qu'est-ce qui a changé? C'est l'enquête de Sandra Cerquera. Donc c'est une ancienne chapelle qui a été transformée en auditorium et qui aujourd'hui a une vocation culturelle, scientifique. Chaque fois qu'il le peut, Alain Boudou fait découvrir le nouvel amphithéâtre de la faculté. Un équipement ultra moderne, doté d'un système de rediffusion sur Internet. Depuis la loi sur l'autonomie, l'université gère ses locaux comme bon lui semble. Alors pour amortir cet investissement, quoi de mieux que la location, jusqu'à 1 300 € la journée. Nous avons une demande croissante de grands groupes industriels, de colloques administratifs, et qui fait qu'aujourd'hui, on a même des locations pendant les week-ends et on est en train de rentabiliser au mieux cet équipement. Il y a encore 4 ans, associer les mots campus et argent était tabou. Mais maintenant que le ministère ne pilote plus le budget, les universités peuvent faire appel à des fonds privés. Une petite révolution. Bonjour Stéphane. Bon, on fait le point sur le budget primitif bordeaux pour 2012. Mais pour l'instant, on est complètement dans les temps. Nous sommes dans le bureau des affaires financières. Un service refait à neuf et agrandi. Un contrôleur de gestion a même été recruté. Et désormais, l'université se gère comme une entreprise. Depuis la réforme, c'est elle qui rémunère ses salariés.
qu'on a cette vision très précise des crédits qui nous permet à tout moment de réajuster les enveloppes budgétaires et d'optimiser, de permettre en fin d'année non pas de subir la gestion annuelle, mais d'avoir une optimisation de ces crédits. Je crois qu'il y a eu un profond changement, notamment dans la culture des universités. On est vraiment tourné vers des résultats. Les méthodes utilisées sont les mêmes que dans le privé. Des tableaux de bord contrôlent le budget au quotidien et chaque projet est suivi au centime près. Le but, zéro dépense inutile. Quand on a amorcé cette transformation de nos services financiers, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'argent qui était en gros non revenu à l'établissement parce qu'il n'y avait pas de rigueur. L'autonomie, ça veut dire aussi pouvoir choisir les professeurs. Jusqu'ici, impossible pour recruter à l'étranger de se passer de l'avis du Conseil national des universités, même en cas de recours à un CDD. On avait tendance à favoriser les recrutements nationaux, mais encore une fois, la recherche est depuis longtemps mondialisée. Donc il faut aller prendre les meilleurs là où ils sont. Dans ce laboratoire de nanotechnologie, on embauche de plus en plus de chercheurs venus du monde entier. Et tout est prévu pour les attirer. Pour les maîtres de conférences, pendant 2 ans, ils sont déchargés d'un tiers de leur service d'enseignement. Pour les professeurs qui sont nommés avec mobilité, on peut leur voter une prime de mobilité qui leur permet de s'installer. Mais s'offrir ces pros de la recherche coûte cher et les universités disent manquer d'argent pour assurer les transferts de charges liés à l'autonomie. Le gouvernement avait promis 5 milliards d'euros de plus avec la réforme. Pour ce président, le compte n'y est pas. C'est sûr que donner l'autonomie aux universités sans leur donner les moyens financiers de cette université, c'est un petit peu de la poudre aux yeux. Il faut bien que les universités prennent l'argent ailleurs. Selon les syndicats étudiants, quelques universités auraient déjà commencé à augmenter leurs frais d'inscription. Certains présidents commencent même à rêver d'une sélection à l'entrée, ne plus accueillir tous les bacheliers pour ainsi limiter les coûts. Bonjour Axel Kahn. Bonjour, bienvenue à la bibliothèque de la bibliothèque interuniversitaire de santé qui se trouve au sein de l'université Paris-Descartes. Alors Axel Kahn, on l'a vu dans ce reportage, concrètement, qu'est-ce qui a changé avec cette réforme des universités? Est-ce que ça veut dire que vous êtes devenu un chef d'entreprise? L'université n'est pas une entreprise. C'est un point qui est totalement fondamental. Ou alors, c'est une entreprise intellectuelle, académique et qui a une mission de service public. Cette mission de service public est une mission de recherche et d'enseignement supérieur. Et pour l'essentiel, c'est la nation qui investit dans l'enseignement et qui investit dans la recherche. Et par conséquent, il faut bien se rendre compte qu'un bon président d'université, forcément, il est un bon gestionnaire, forcément, il essaye d'attirer les meilleurs. Mais s'il n'a pas un rêve, un objectif d'ordre académique, un objectif de rayonnement quant à la qualité des formations, à la réputation des diplômés, à la caractéristique extraordinairement innovante de la recherche, il est un mauvais président d'université. Et vous diriez aujourd'hui que cette réforme elle a été bénéfique pour l'université? Alors, la réforme globale a tellement été bénéfique que personne, pratiquement, parmi les gens qui se présentent à l'Élysée en 2012, ne propose de l'abandonner. Hein? Donc, l'autonomie des universités, elle est irréversible. Est-ce qu'il y a une forme d'américanisation de cet esprit d'université, justement? Vous en parliez à l'instant. Méfions-nous. Certaines universités américaines sont vraiment des entreprises, ou du moins, dans les universités américaines, il y a 2 types de direction. Il y a une direction business, qui est vraiment une direction d'entreprise, et une direction académique. Dans le système français, c'est le même président qui, avec son équipe, gère et met en avant un projet académique. C'est un plus, c'est un moins? Pour moi, si vous voulez, ce qui est intéressant dans la bonne gestion, c'est d'utiliser la gestion comme un moyen d'atteindre un objectif qui vaut la peine d'être atteint, un objectif d'enseignement supérieur, de recherche et de rayonnement. Et donc, pour moi, ce sont les 2 parties, les 2 faces d'une même réalité. Je veux réaliser quelque chose
Et je veux avoir les moyens et prendre les dispositions pour le réaliser. Est-ce que vous pensez qu'à terme, on va arriver à la fin de la quantité pour une sélection à l'entrée des universités? Pourquoi ne pas sélectionner à l'entrée des universités à une condition? C'est qu'on propose quelque chose aux étudiants qu'on n'a pas sélectionnés. Qu'est-ce que vous allez en faire des bacheliers que vous aurez... On les laisse à la rue, on les laisse à la porte. C'est absurde. C'est absurde. Honnêtement, si on sélectionne dans les universités, il faut créer de très grands établissements, collèges universitaires, qui essayent de prendre la totalité de ces étudiants. Donc la question est mal posée. La sélection des universités, oui, si on crée un établissement qui permet de faire en sorte que le bac soit effectivement l'accès à quelque chose. Plus qu'il y a une sélection dans les universités. Hein, comprenez bien cela. Il y a sur 10 000 étudiants qui arrivent en licence, il y en a en moyenne 5 000 qui vont être licenciés. Il y en a en moyenne 1500 à 2000 qui vont être titulaires d'un master. Et il y en a, quoi, peut-être 200, 300 qui vont être docteurs. Donc il y a une sélection farouche. Mais la grande différence entre la sélection de l'université et la sélection d'une grande école, par exemple, c'est que c'est une sélection progressive. Et ça, c'est très intéressant. Parce que l'empreinte du milieu socio-économique est telle que si vous faites une sélection immédiatement après le bac, en gros, c'est celui qui aura été éduqué dans les meilleures conditions socio-économiques, dont les parents sont des profs d'université, des professions libérales, qui de toute façon a les moyens, qui ne se retrouvent pas à travailler avec 3 ou 4 ou 5 ou 10 frères et sœurs dans la salle à manger, etc., qui va y arriver. À l'université, la sélection progressive permet, en une certaine mesure, permet à certains qui n'ont pas été des bacheliers brillants, par exemple, de se révéler à eux-mêmes, la richesse qui réside en eux, leur potentialité. Vous diriez aujourd'hui qu'avec cette réforme, les universités françaises sont montées en gamme? On va dire que universities are back. Les universités sont de retour. Merci beaucoup Axel Kahn, merci d'avoir répondu à nos questions sur cette réforme des universités. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission et vous l'avez bien compris, au regard de nos invités, de nos reportages, l'éducation sera bien le thème majeur de la future campagne présidentielle. Vous avez tous les éléments en votre possession, à vous de faire votre choix et à bientôt pour un nouveau numéro d'Enjeu 2012.